Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de modérer cette table ronde aujourd'hui sur l'éco-responsabilité dans la culture. Une table ronde à l'invitation de la Direction interministérielle de la transformation publique, qui organise tout ce mois de novembre le mois de l'innovation publique. Alors, je l'animerai en qualité de cofondatrice de l'association Art Viva, Art Vivant, Art Durable. Mais on ne se concentrera évidemment pas que sur le spectacle vivant. L'enjeu est d'aborder toute la culture dans sa richesse de disciplines et de pratiques. On va aborder du coup les transformations nécessaires à tout l'écosystème culturel que cet écosystème doit affronter pour remplir les objectifs de l'accord de Paris. On a longuement entendu parler dans les semaines passées avec la COP26. On n'avait pas particulièrement prévu cette date-là à l'issue de la COP26, mais c'est pas mal aussi de rencontrer la grande actualité. Alors, on va l'aborder sous différents angles, cette éco-responsabilité. Du côté, évidemment, de la prescription qu'on peut attendre des décideurs et des financeurs publics, mais aussi sous l'angle des impulsions du terrain, des impulsions des gens qui font cette culture de manière opérationnelle. Et on va croiser ces attentes et ces contraintes tout au long de ce débat. Je vous propose vraiment un débat très libre. On va rebondir entre vous quatre, que je présente. Donc, nous avons choisi autour de cette table quatre invités dont les responsabilités embrassent différents échelons d'action. Olivier Lerude, vous êtes haut fonctionnaire au développement durable au secrétariat général du ministère de la Culture. On peut donc dire que vous êtes le référent de la transition écologique du ministère, l'échelon opérationnel en tout cas, du ministère de la Culture. Stéphanie Aubin, vous êtes artiste chorégraphe. Vous avez dirigé pendant 15 ans la scène nationale du Manège et vous êtes désormais aux manettes de la Maison des Métallos, Maison des Transitions. Vous nous en direz plus. Héloïse Le Simple, vous avez œuvré d'abord dans la production chorégraphique auprès de la compagnie La Horde à Marseille, et vous avez rejoint le Shift Project en tant que chargée de mission au sein du pôle culture et santé. Et Camille Gertler, vous avez occupé différentes fonctions dans les institutions culturelles et à la ville de Strasbourg, et vous avez été très récemment nommée, en août 2021, directrice de la culture à la ville de Strasbourg. Alors, on va commencer par la voie de l'État. Le ministère de la Culture s'est engagé dès 2010 dans une stratégie ministérielle de développement durable. Plus précisément, 2015-2020, c'est une stratégie de responsabilité sociétale des organisations qui a pris le relais. Olivier Lerude, comment aujourd'hui vous qualifierez la maturité du secteur culturel face aux enjeux de transition écologique, et est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a peut-être un discours d'exception culturelle qui est encore dans les esprits, dans les mentalités, ou est-ce qu'on a dépassé ce stade ? Bonjour, merci de votre invitation. Je crois qu'en termes de maturité dans le secteur culturel, on peut réellement dire que la maturité est là, et je dirais même qu'elle s'incarne de manière extrêmement forte depuis la crise sanitaire. Bon, pour caricaturer, et puis on a peu de temps dans le monde de la culture, et puis je pense que c'est ce qu'on partage tous ici, enfin, les notions de monde d'après, au sens l'intérêt pour la civilisation, sa pérennité, le patrimoine, la transmission, etc., sont un peu au cœur de tous ces métiers. Et on a nettement senti un basculement, alors pendant la crise sanitaire, ça comme l'ensemble de la société, mais une pérennité derrière, et avec cette volonté de transformer l'essai, c'est-à-dire, c'est ce que nous faisons actuellement, et je pense que c'est ce que nous voyons, essayer de transformer l'ensemble des initiatives ponctuelles qui pouvaient exister et qui étaient très vertueuses en une généralisation et une normalisation. Moi, je sens, donc j'ai la chance de travailler sur l'ensemble du champ culturel, c'est-à-dire pas sur un seul, donc au secrétariat général du ministère, comme vous l'avez dit, je vois ça partout, dans tous les secteurs qui relèvent des industries culturelles, architecture, patrimoine, création artistique, enfin sur l'ensemble des secteurs, il y a cette volonté aujourd'hui d'aller plus loin et donc du coup de s'emparer de tout ce qu'il y a. Et je pense que pour le secteur culturel, le défi il est là, il n'est pas tant finalement sur un travail de conviction, parce que je pense qu'elle est, enfin tout le monde le dira peut-être aujourd'hui, je crois qu'elle est là réellement. Et puis bon, il s'agit de passer à l'acte davantage. Et bon, je crois que c'est ce que tout le monde est en train de faire, ou en tout cas de s'organiser pour le faire. Est-ce que c'est le sens d'une phase qui est peut-être plus opérationnelle, avec un appel à projet qui vient de sortir, Alternative Verte, dans le cadre du PIA 4, donc du programme d'investissement d'avenir? C'est la première fois
que le ministère de la Culture lance un appel à projet destiné à ces transitions écologiques. C'est un signal fort, j'imagine. Comment vous l'avez travaillé, cet appel à projet? Est-ce qu'il a été simplement le travail du ministère de la Culture ou vraiment un travail transversal entre le ministère de la Transition écologique, ministère de la Culture, peut-être d'autres agences comme l'ADEME? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors du coup, je reviens un tout petit peu en arrière peut-être pour placer le contexte global du PIA 4. Hein, c'est le plan d'investissement d'avenir. C'est donc le quatrième qui existe, qui a été intégré budgétairement au plan de relance. Et les plans d'investissement d'avenir fonctionnent selon une logique de stratégie d'accélération, c'est-à-dire un secteur, à un moment donné, identifie une trajectoire qu'il souhaite donner. L'État, alors de manière, pour répondre tout de suite à votre question, complètement interministérielle, met en place les éléments dont il peut avoir besoin, enfin les actions, le public, les opérateurs destinataires, etc., public, privé, associatif, enfin définit tout ça. Et ensuite, il y a des budgets donc, qui sont mis en face de ces actions proposées. Et là, le ministère de la Culture avait, alors c'était une coïncidence de calendrier, hein, juste avant le premier confinement, enfin celui de mars 2020, lancé et était en train de terminer toute une phase d'états généraux des industries créatives et culturelles, je pense, dont tout le monde a entendu parler. Et il se trouve qu'il avait donc un diagnostic complet immédiatement opérationnel qui était fait, secteur par secteur. Et donc le ministère de la Culture a travaillé avec tout le monde, et y compris d'ailleurs en menant en tout tous axes confondus, un peu plus de 300 auditions, pour fabriquer une stratégie d'accélération et la présenter après, vous parliez de partenariat, le ministère de la Culture a présenté cette stratégie auprès de Bercy, qui gère bien évidemment ces crédits-là, et voilà, et a placé tout ça. Alors le développement durable à l'intérieur de ça a été une question qu'on s'est d'abord posée du coup en interne, c'est-à-dire est-ce que l'on faisait un axe développement durable, c'est-à-dire est-ce qu'on en parlait, parce que bien évidemment les axes principaux c'est ceux des métiers de la culture, hein, y compris la billetterie, des choses très très techniques, hein, à un moment donné, voilà, passer à autre chose. Et est-ce qu'on travaillait en introduisant un peu de développement durable partout, ou est-ce qu'on faisait un axe entier dédié au développement durable? Et c'est ce que nous avons choisi de faire. Alors ça, c'est un choix politique, hein, stratégique, d'afficher cet engagement-là. On nous a même dit que c'était assez innovant d'avoir une stratégie d'accélération qui ne soit pas exclusivement sur nos sujets en termes d'attribution ministre, hein, puisque le développement durable n'est pas dans les attributions de la ministre de la Culture, d'aucun ministre autre que le ministre de la Transition écologique. D'ailleurs, c'est organisé comme ça. Les crédits transition écologique sont gérés à la transition écologique. C'est l'organisation de l'État français. Et donc, on a présenté cet axe et effectivement, ça a débouché sur des mesures qui ont été retenues, qui vont s'incarner dans plusieurs appels à projets sur plusieurs années. Donc, le premier est en cours. Donc, voilà, j'en profite pour le signaler. On peut répondre encore jusqu'au 3 décembre de mémoire. Et c'est effectivement Alternative Verte et ça rejoint la préoccupation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée c'est de trouver des acteurs qui soient prêts donc non seulement à avoir des pratiques exemplaires, mais ça on sait qu'il y en a 1000 dans 1000 secteurs et de 1000 manières, mais de montrer que ce sont des actions que l'on peut pérenniser avec des modèles économiques stables, que cela ne coûte pas plus cher, au contraire que finalement c'est une nouvelle modalité d'action et surtout que c'est fiable et viable dans le temps. Donc c'est ça qu'on recherche actuellement. Donc voilà, des projets un peu innovants, dans l'idéal évidemment portés de manière un peu partenariale, des associations, éventuellement des opérateurs d'État, hein, comme c'est un secteur où la culture, où l'État a un rôle important. Et voilà, de monter des projets avec des idées. Alors, donc on attend de voir les résultats, mais déjà plusieurs centaines de dossiers de candidature ont été retirés. Et voilà, on a bon espoir d'avoir des beaux projets au bout. Je crois que les crédits seront débloqués, après comité de sélection, hein, tout ça évidemment est très cadré en janvier ou février 2022. Très bien. Stéphanie Aubin, alors je ne sais pas si vous avez déposé un dossier ou si vous comptez en déposer un pour cet appel à projet des Alternatives Vertes. Vous avez pris la direction de la Maison des Métallos qui est un lieu particulier, avec un héritage particulier, qui a été quand même un haut lieu des luttes sociétales. Comment vous avez inscrit justement l'urgence de ces transitions et de ces transformations au cœur de votre projet en prenant ce lieu si symbolique? De quelle façon je l'ai inscrit ou quelles ont été les raisons qui ont fait que je l'ai inscrit? C'est important de revenir aux raisons, tout d'abord. On repasse par les raisons. Donc peut-être que j'étais un petit peu moins positive que vous dans l'analyse de l'avancement de notre secteur culturel par rapport à ce qu'on pourrait appeler
en tout cas une stratégie d'accélération, de changement de façon de faire, de changement de comportement pour aller vers une économie humaine et financière qui soit plus durable. Et du coup, il m'a semblé vraiment important, modestement et de manière assez innocente, vous savez, vous connaissez cette phrase, innocent, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc c'est à peu près ce qu'on a fait, c'est-à-dire que on s'est dit assez modestement, en fait, il faut qu'on change notre propre fonctionnement avant même de parler d'autre chose. C'est-à-dire qu'il faut interroger nos manières de faire, il faut aller examiner l'endroit où ça produit de la souffrance au sein de notre secteur, l'endroit où ça produit de la perte d'énergie aussi bien humaine que matérielle. Et du coup, en fait, j'ai réalisé que c'était pas possible d'interroger de manière systémique ce que nous faisions sans tout changer. Donc du coup, pour répondre maintenant très concrètement, l'idée a déjà été de remettre les artistes au cœur des outils, qu'ils redeviennent acteurs des décisions qui y sont prises. Donc chaque mois, il y a une équipe artistique qui s'installe dans la maison et rien de ce qui s'y passe n'a été décidé sans eux. Ça s'appelle des COP, pour coopération. Donc déjà, on s'entraîne à coopérer et non plus à jouer des rapports de pouvoir habituels entre les décideurs programmateurs et les artistes qui attendent d'être choisis. Ils s'installent durablement, c'est-à-dire qu'ils vont jouer leur spectacle 10 fois. On ne laisse pas seulement cette vertu au secteur privé, mais on se dit, allez, on va tenter. Ce qui nous oblige vraiment à aller vers d'autres publics que ceux qui renouvellent leurs pratiques artistiques et culturelles en allant voir des spectacles, en étant des grands consommateurs. Et puis, et je dirais surtout, on a bien entendu toutes les questions qui se posent sur la question de la démocratisation culturelle. On a bien entendu ce magnifique travail qui est fait par le département de prospective, même si c'est complètement déprimant, qui nous annonce que les publics vieillissent tant et plus. Et je le dis avec beaucoup de tendresse, puisque j'ai à peu près leur âge. Mais on ne peut pas s'en satisfaire. C'est-à-dire qu'au Métallo, c'est clair et net, on travaille pour ce renouvellement générationnel, en proposant donc d'autres formats que seulement le format spectacle, qui après tout n'est qu'un format parmi d'autres, qui n'est qu'une... en fait, c'est quelque chose qui a déterminé toute notre économie humaine, financière, depuis les années Malraux. Et on se retrouve au Métallo à peu près comme l'entreprise, si vous voulez, qui fabriquait des fours à micro-ondes et qui tout à coup a fabriqué des couveuses pour prématurés, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a vraiment bousculé ce modèle économique. Je choisis un spectacle, je reçois une fiche technique, je l'envoie à la technique, j'envoie les éléments de communication, service communication. En fait, on organise pendant un mois tout un ensemble de gestes artistiques qui se déclinent pas du tout seulement à travers le spectacle pour aller toucher d'autres générations, d'autres publics. Donc on fait des fiestas tout à fait pertinentes et intelligentes, mais c'est des fiestas revendiquées comme telles. On invite des intellectuels à croiser pour désenclaver l'art et montrer que l'art est une ressource. Bref, voilà. Donc en fait, c'est une petite révolution qui est pas simple du tout, puisque les métiers changent, se transforment. Mais pour nous, qui nous porte, parce qu'au moins c'est une des solutions possibles. En tout cas, c'est peut-être ce qui permet de dire, oui, il y a des institutions qui peuvent se transformer. Et alors, vous avez parlé de petite révolution, elle passe notamment par une inspiration très forte des modes de gouvernance inspirés de l'ESS, et puis également, je crois, une inspiration très forte du côté des tiers-lieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les tiers-lieux, si on observe ce déploiement des tiers-lieux et qu'on ne rentre pas dans des oppositions binaires et complètement réductrices et inintéressantes, genre l'institution subventionnée contre les tiers-lieux, ils sont extrêmement intéressants dans la mesure où ils hybrident complètement leurs pratiques, leurs modalités de travail, leur économie, et ils posent vraiment d'autres modes de socialisation que ceux que nous, on offre dans nos maisons. À cet endroit, ils sont absolument passionnants.
Ce qui peut être en revanche très souhaitable, ça serait qu'ils puissent collaborer, peut-être grâce à une incitation de l'État d'ailleurs, qui aurait un rôle à jouer là-dedans, qu'ils puissent collaborer avec des institutions labellisées pour que l'expertise, je parle d'expertise non pas au sens surplombant de l'expert, mais je parle d'expertise au sens de quelqu'un qui a de l'expérience et qui a passé sa vie à aller voir des artistes, que cette expertise puisse être vraiment partagée, puisque des tiers-lieux disent qu'ils sont dans une démarche culturelle et ils n'ont ni les moyens financiers, ni nécessairement parfois humains pour pouvoir réellement avoir une offre tout à fait cohérente, sauf peut-être à Montpellier. Donc, je trouve que ça pourrait être extrêmement précieux qu'on incite à des collaborations de ce type entre tiers-lieux et maisons labellisées. Alors que j'ai l'impression que c'est plutôt une petite opposition qui se dessine. C'est tellement français. Alors, il aurait fallu peut-être un représentant de la Direction générale de la création artistique avec nous, mais peut-être qu'on peut quand même, on va pas s'empêcher de poser cette question, mais vous avez été quand même pendant 15 ans à la direction d'un label national, la scène nationale du manège à Reims. Dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à prendre plus de liberté? Est-ce que c'est aussi cet établissement public de la ville de Paris, peut-être hors cahier des charges d'un label national? Et qu'est-ce que vous tirez de cette expérience justement de la direction pendant 15 ans d'un label national? Et je pense que c'est très difficile de répondre sans prendre en compte la temporalité dans laquelle tout ça s'est inscrit. C'est-à-dire que l'évolution, les mutations des pratiques culturelles n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui quand j'ai pris la direction du manège en 2000. Donc, il faut vraiment repenser ça dans une temporalité. J'ai mesuré en fait certaines limites, c'est-à-dire que toutes les formes artistiques qui sortaient du format habituel spectacle, si je voulais les accueillir, comme par exemple Yann Duvendac qui fait un spectacle dans un tribunal en rejouant le procès d'Hamlet avec du personnel judiciaire, on se posait des questions à n'en plus finir. Mais quel tarif? Mais alors ça rentre dans l'abonnement? Mais alors, enfin bon, bref, je vous passe les détails. Et donc petit à petit, je me suis rendu compte qu'on était obligé à chaque fois d'inventer de nouvelles manifestations, festivals ou des grands soirs, pour se donner la possibilité d'accueillir ces formes. C'est-à-dire que l'outil, dans sa pratique, était lui-même complètement formaté et du coup ne permettait pas cette souplesse. Donc ça a été le constat que j'ai fait. Et je dois dire que j'ai vraiment apprécié le courage de la ville de Paris, qui a accompagné en plus dans une démarche expérimentale revendiquée, pendant une période qui n'a fait sourire personne avec la pandémie. C'est sûr que c'était vraiment pas le meilleur moment pour démarrer un projet. Et ils l'ont accompagné avec courage. Quand je dis courage, c'est avec la capacité d'assumer l'expérimentation, avec du coup la possibilité de dire « Tiens, là, on s'est trompé. Et alors ? Très bien, c'est comme ça qu'on avance. » Et c'est peut-être ce que mon rêve serait, que le ministère de la Culture puisse se mettre en lien avec des collectivités qui seraient prêtes à expérimenter, à assumer ça, pas à vouloir le beurre, l'argent du beurre et tutti quanti, mais qui seraient prêtes à avoir mesuré l'urgence de la transformation et qui, du coup, aux côtés de l'État, pourrait peut-être, puisqu'on aime tant les labels, recevoir un label de lieu d'expérimentation, pas pilote, parce que quand on dit pilote, on n'a pas trop le droit de se tromper, mais qui serait un label lieu d'expérimentation complètement transversal à tous les outils, quel que ce soit un théâtre municipal, que ce soit une scène nationale, que ce soit un centre dramatique, que ce soit... Voilà. Et là, je trouve vraiment que l'État nous aiderait grandement. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ces espaces d'expérimentation sont possibles. Dans les outils labellisés, je parle, ou dans les outils vraiment soutenus par de l'argent public. Selon vous, on arrive à la fin d'un cycle des labels après 50 ans d'existence, quasiment. Est-ce qu'il faut passer maintenant à cette phase d'expérimentation, justement, pour permettre des processus de transition? Je me tais, mais je parle pas de fin des labels. Non, au contraire, puisque je propose d'en faire un nouveau qui serait complètement transversal. Je crois qu'il faut vraiment qu'on sorte
d'une pensée un peu binaire, ça oui, ça non, ça noir, ça blanc, ça le début, ça la fin. Il faut justement qu'on soit capable de penser dans la transformation et dans une évolution temporelle, quoi. Alors, on a parlé de la ville de Paris, je me tourne vers la ville de Strasbourg, Camille Gertler. Bonjour à toutes et tous. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le projet avec lequel vous êtes arrivé donc très récemment, il y a 3 mois à peine, à la direction de la culture de la ville de Strasbourg et du coup la feuille de route que vous êtes fixée en termes de transition écologique du secteur de la culture. Oui, alors c'est un vaste sujet, mais extrêmement passionnant parce qu'à Strasbourg, finalement, on bénéficie aujourd'hui d'une conjoncture extrêmement favorable pour mettre en œuvre ces politiques, dans la mesure où donc une nouvelle équipe municipale est arrivée l'année dernière avec 3 piliers municipaux, donc la transition écologique du territoire, la justice sociale et les enjeux démocratiques, et l'ensemble des politiques publiques de la collectivité travaillent sur ces 3 enjeux. Donc, mon job, c'est vraiment de travailler avec les équipes, avec les acteurs culturels à la déclinaison de ces 3 piliers dans notre politique culturelle. Donc, comme vous le disiez, donc je viens d'arriver en poste, donc même si je connais très bien la collectivité pour y avoir passé plus d'une dizaine d'années précédemment, il y a de multiples enjeux aujourd'hui que j'entrevois, avec sans doute 2 enjeux principaux à conjuguer, c'est-à-dire la politique que l'on va mener auprès des acteurs externes, des partenaires, une politique vraiment qu'on souhaite mener dans la coopération, ce qu'on a déjà commencé à initier. Je me retrouve vraiment dans ce que vous disiez sur la question des expérimentations à co-construire dans une horizontalité avec les acteurs culturels. Je crois que c'est un élément extrêmement important. Ça suppose du temps, ça suppose du dialogue et ça suppose aussi de replacer finalement la politique culturelle comme une politique de la relation à l'autre, de la relation aux acteurs et évidemment avec les artistes au centre de cette dynamique. Et c'est, je dirais, l'une des premières phrases de notre délibération cadre de la politique culturelle qui réhabilite justement la place des artistes dans la ville et cet enjeu de co-construction de la mise en œuvre de nos politiques culturelles. Donc, l'enjeu externe, en tout cas dans les modalités que l'on souhaite conduire, elle se situe à ce niveau-là, sur ce niveau de coopération très forte, très intégrée avec les acteurs culturels du territoire et donc sur l'ensemble des enjeux. Donc sur la question plus particulière de la transition écologique des structures et également, on va dire, de la nécessité de créer de nouveaux modèles qui correspondent aux enjeux sociaux et sociétaux actuels. Je pense qu'on est vraiment dans un dialogue avec eux. Moi, ce que je pressens et ce que je sens aujourd'hui dans nos échanges, c'est un besoin d'accompagnement parce que je crois que la prise de conscience, et là je suis assez d'accord avec vous, elle est aujourd'hui partagée, en effet à l'aune aussi de la crise sanitaire, de ces temps de réflexion que les acteurs ont pu aussi avoir et de re-questionnement par rapport à cette période. Donc ces enjeux-là, ils sont aujourd'hui intégrés, mais en revanche, dans, on va dire, la manière de prendre en charge ces questions, c'est extrêmement compliqué. Enfin voilà, c'est des métiers complètement différents, des expertises différentes. Donc l'artiste porte un regard sensible sur ces enjeux, mais dans la déclinaison, la manière en fait de conduire un projet artistique à l'aune de ces questions, je crois que il y a un besoin vraiment très fort d'accompagnement que les collectivités et l'État peuvent accompagner. Ensuite, il y a bien sûr un enjeu interne avec là aussi le fait de devoir travailler à ces enjeux de transformation d'une direction de la culture qui est extrêmement importante, qui est composée de 840 agents avec 8 services en régie directe, des institutions très diverses, évidemment, un réseau de musées, de lecture publique, un théâtre, et donc une multiplicité, on va dire, d'actions et de formats à prendre en charge. Mais je trouve cette question-là extrêmement intéressante parce que je pense que la manière finalement de partager une culture commune autour des enjeux de transition écologique de nos modèles culturels, elle peut faire direction, justement, elle peut être partagée aussi au niveau managérial. Et je pense à ce titre-là qu'il y a des enjeux de formation assez forts pour pouvoir justement savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on met derrière ces mots, parce qu'on a aussi souvent, on va dire, y compris entre nous, des questionnements sur les termes. Est-ce qu'on parle de développement durable, de transition écologique? C'est pas forcément la même chose. Certains rejettent la question de la durabilité parce que
Voilà, pour différentes raisons. Donc, je crois qu'il y a déjà ces enjeux de compréhension en fait de quoi on parle, faire culture commune autour de ces enjeux et du coup pouvoir conduire une dynamique, on va dire, interservice opérante sur ces enjeux à travers la formation. Pour être peut-être un peu plus précise, je pense par exemple que pour les services en régie, il est important de pouvoir avoir un diagnostic justement sur le coût carbone de nos activités. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée, mais vraiment aucune idée de ce que génère un transport d'œuvres d'art pour les musées, comment faire autrement, quid de l'éco-responsabilité des scénographies. Voilà, c'est des sujets qu'on a esquissés parce que... Voilà, souvent dans les équipes, il y a évidemment des personnes sensibles et moteurs de ces questions, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un enjeu à structurer, on va dire, ces réflexions et aussi à ce qu'au sein de notre organisation, on puisse retraduire les enjeux à la fois donc démocratiques, de justice sociale et de transition écologique pour justement donner corps à ces projets. Vous parlez du coup du périmètre de l'empreinte carbone du secteur culturel et le peu de données qu'on a encore sur ce secteur. Donc c'est une transition toute trouvée vers le Shift Project. Héloïse Le Simple, est-ce que vous pouvez nous resituer les enjeux de la culture dans cette grande ambition que s'est donné le Shift Project, du plan de transformation de l'économie française, et donc qui se traduit secteur par secteur par un rapport très précis, sourcé, et la culture est un de ces secteurs avec, on le rappelle, 2,3% du PIB. C'est ce que représente la culture aujourd'hui. Donc la culture a eu l'honneur d'être représentée avec un rapport intermédiaire déjà très solide avant l'été. Et puis un nouveau rapport définitif qui arrive le 30 novembre. Si je ne me trompe pas. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous resituer ces enjeux de la culture au sein du PTEF, du Shift Project ? Donc, peut-être pour resituer l'objet du plan de transformation de l'économie française du Shift Project a pour objectif de tracer une ébauche de chemin, d'essayer d'identifier les leviers et les freins à la neutralité carbone de nos économies en 2050. Et donc, quelle est la trajectoire possible que nous devons emprunter. Et il a été décliné, donc, comme vous le disiez, secteur par secteur, dont le secteur de la culture. Pourquoi ? Parce que la culture, en fait, est au cœur d'énormément de secteurs. La culture dépend du transport, la culture dépend des bâtiments, vous en avez cité un certain nombre. La culture, donc, est très dépendante de secteurs amont, comme le transport, le bâtiment, l'agriculture et l'énergie. Et donc, au-delà de la question de comment le secteur de la culture va poursuivre ses objectifs de moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre par an pour atteindre l'objectif des accords de Paris, qui est une réduction de 80% de nos gaz à effet de serre, c'est aussi comment la rendre résiliente. C'est-à-dire que nous, au Shift Project, il y a ce qu'on appelle la double contrainte carbone. Donc il y a ce que je viens de citer, c'est-à-dire la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi la question de l'approvisionnement énergétique. C'est-à-dire que notre économie aujourd'hui s'appuie sur des flux physiques, donc a besoin d'énergie dont la majorité est fossile. Et que se passe-t-il le jour où il y a un problème d'approvisionnement ? Comment va-t-on au musée ? Comment va-t-on au spectacle ? Si le prix du pétrole rend impossible l'utilisation de sa voiture. Voilà, c'est-à-dire que comment rendre la culture résiliente, comment inventer des nouveaux modèles pour se préparer au choc énergétique et au choc climatique. Et donc c'est tout l'objet de ce plan que nous avons fait avec grande modestie, car comme vous le disiez, il y a un gros problème de données et de chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, nous manquons énormément de données. Les bilans de carbone de structures culturelles sont très rares, très divers aussi. Tous n'ont pas la même méthodologie. L'accès à ces données est souvent confidentiel. Donc, en général, nous ne pouvons pas les utiliser. Et donc, une des premières choses en fait, que nous recommandons, c'est
chiffrer, faire des bilans carbone, se faire accompagner sur justement établir un état des lieux du secteur culturel. Car c'est avec ces analyses précises que nous pourrons aussi envisager la décarbonation de notre secteur. Alors, le rapport définitif est à apparaître, comme je le disais, mais est-ce que vous pouvez nous faire état des préconisations qui vont être l'objet de ce rapport, des grandes préconisations? Dans le rapport intermédiaire, vous faisiez une déclinaison des transformations transparentes jusqu'à celles qui sont plus offensives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, dans le rapport, il y a deux choses. Il y a donc les dynamiques de transformation que l'on encourage, qui sont nombre de 6, qui sont la réduction des échelles, le ralentissement, le renoncement à certaines opportunités les plus carbonées, la mise en place en fait, des enjeux de mobilité au sein de toutes les activités. Et j'oublie le dernier, comme d'habitude, et l'éco-conception des œuvres, évidemment. Et donc, à travers ces dynamiques de mise en œuvre, il y a donc les mesures qu'on a séparées en 4 grandes typologies. Donc, en effet, les mesures transparentes, qui sont les plus faciles à mettre en œuvre, car elles ne transforment pas le métier des acteurs culturels et elles ne coûtent pas grand-chose à mettre en place. Un exemple tout bête, c'est par exemple que ce soit dans les régies cinématographiques ou à travers l'alimentation qui est proposée dans les salles de spectacle, de passer à une proposition végétarienne. Ça a un impact direct sur les tonnes de CO2 générées par une structure ou un lieu. Et ça ne transforme pas mon métier, et ça ne me coûte pas grand-chose. Au contraire, en général, ça me fait économiser du budget. Il y a aussi les transformations positives, qui ne transforment toujours pas mon métier, mais qui en effet demandent un investissement. Par exemple, toujours pour rester sur cette idée d'alimentation, en plus d'une alimentation végétarienne, de passer à une alimentation locale, qui s'appuie donc sur tout un réseau d'acteurs économiques proches de ma structure, par exemple. Et après, il y a les mesures plus difficiles, qu'on a appelées offensives et défensives. Offensives, parce qu'elles vont transformer le modèle économique sur lequel je m'appuie, ce dont vous parliez à l'instant. Et par exemple, dans le spectacle vivant, la question de la mutualisation des dates de tournée. C'est des choses qui aujourd'hui sont très difficiles à faire. Après avoir échangé avec beaucoup d'acteurs culturels, on a souvent mais ce n'est pas possible. Voilà. Exclusivité oblige. Exactement. Donc, mais il y a des expérimentations à faire. Et en effet, si on rassemble plusieurs acteurs culturels autour de la table, si on se rend compte que leurs objectifs sont pareils, en tout cas peuvent se rejoindre, il y a vraiment des choses à faire. Et par exemple, la mutualisation des dates de tournée fait économiser un carbone monstrueux dans la diffusion de spectacles vivants, dans la diffusion de musique actuelle. C'est un énorme poste. Par exemple, un artiste musical en tournée, c'est 6 camions remorques sur la route pour une date. Vous imaginez quand même, et c'est que pour le matériel scénographique. C'est au-delà des tourbus, au-delà des jets privés, etc. pour certains artistes. Donc il y a vraiment des choses importantes à faire. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les mesures défensives. Les mesures défensives, c'est le renoncement aux opportunités les plus carbonées. Par exemple, dans le numérique, ça va être peut-être le renoncement à l'investissement dans toute une stratégie de casque VR, dans la course au format. Ça va être le renoncement peut-être à des dates qui impliquent de prendre l'avion sur 48 heures. Ça va être le renoncement aux opportunités qui aujourd'hui existent, mais ont un coût pour le climat et ont un coût pour la résilience future de notre culture. Alors, on a parlé du coup de changement des pratiques professionnelles, changement des habitudes, une petite révolution, mais difficile et lente à faire. Stéphanie Aubin, je me tourne vers vous.
Vous aujourd'hui, vous ne vous considérez pas simplement comme directrice d'un établissement culturel, programmatrice. Justement, vous essayez de faire bouger ces lignes et bouger ces codes. Quelle réflexion, justement, vous avez sur ces problématiques d'exclusivité qu'Héloïse Le Simple a exposées et qu'on vit tous, que tous les acteurs de la culture, alors spécialement dans le spectacle vivant, peuvent vivre en propre. Et comment vous amenez toute votre équipe aussi à reconsidérer son métier et à collaborer avec vous autour de ce projet? C'est beaucoup de questions. J'aurais tendance à dire, pour être brève, pour laisser la parole, que je dirais qu'avant de s'attacher seulement à la dimension matérielle de la question environnementale, finalement, on se rend compte que ce qui bloque avant tout, vous l'avez dit, c'est d'abord une transformation des esprits. C'est d'abord une capacité à coopérer, c'est d'abord une capacité à sortir des jeux de rapports de pouvoir, de rapports de force, de modèles dominants, etc. Ça, et donc déjà, et comment en sortir, je disais tout à l'heure, pour moi, il y a une clé qui est absolument essentielle, mais qui est difficile parfois. C'est comme si on parlait un petit peu un autre langage quand on parle comme je le fais, de sortir des oppositions binaires pour justement, je ne suis pas la seule à le dire, mais pour trouver les troisièmes voies. Donc, je pense vraiment que c'est d'abord ici que ça doit se passer, quoi. Mais vraiment. Et que le premier blocage, il est là. Il est là. Alors, bien sûr, on a des exemples magnifiques et très puissants, comme un Jérôme Bel qui refuse de voyager et qui a fait mesurer son impact puisqu'il travaille à distance via Internet, et il a fait mesurer justement la différence entre l'impact. Là, pour le coup, il s'est posé la question au niveau matériel concret. Est-ce qu'il valait mieux effectivement faire une création via Skype ou prendre l'avion? Bon. Non, la réponse est il vaut mieux pas prendre l'avion, il vaut mieux. Il a analysé les choses. Là, ce sont des actions symboliques extrêmement fortes. C'est un geste artistique d'ailleurs, si on va jusqu'au bout de la proposition. Mais je pense que on a, nous, vraiment un travail de fond à faire et qui vraiment n'est pas simple. Hein. C'est-à-dire que là, il ne faut pas se raconter d'histoire, et c'est pour ça qu'on a besoin de soutien. C'est qu'au sein des équipes, c'est extrêmement difficile tout à coup de se retrouver dans une logique beaucoup plus transversale. Qu'en silo hyper efficace, ça va super vite. On sait programmer des spectacles et faire tourner une maison, mais c'est simple, quoi. Par contre, quand on essaie de faire autrement, c'est pas simple du tout. Et on peut créer de la souffrance malgré soi. Donc, tout ça, ce sont vraiment des questions qu'il faut pouvoir se poser, affronter, et pour lesquelles il faut pouvoir être accompagné, parce que sinon, c'est terrible. Et je pense, et c'est pour ça, j'étais pas en train de dire du mal de mes chers camarades, collègues, et que j'aime beaucoup pour la plupart, mais je pense que ce travail de transformation des pratiques et des modèles, mais surtout de quitter ce rapport concurrentiel, de quitter, que ce soit les artistes ou que ce soit les lieux entre eux, il y a une violence concurrentielle, mais complètement folle. Il y a une économie de l'attention qui est dramatique, mais dramatique. C'est-à-dire que là, je rejoins Yves Citon avec l'écologie de l'attention. C'est insoutenable, au sens de n'est pas soutenable, de recevoir 170 000 mails par jour, évidemment j'exagère pour que ce soit plus léger à dire, et de se retrouver sans jamais répondre aux artistes. Mais c'est insupportable. Il y a un moment, il faut se dire, les amis, on arrête, on se parle autrement, on fait autrement. Bref, donc il y a vraiment pour moi d'abord et avant tout un travail qui doit se faire de transformation des pratiques avec un accompagnement, un échange, un dialogue pour retrouver du mouvement et de la mobilité mentale, pour être capable de penser autrement et de faire autrement.
La dynamique que vous cherchez, ça n'est pas forcément autour de la décroissance, justement. C'est comment on crée des conditions meilleures pour la création, la diffusion, le lien avec le public. Et du coup, comment on réfléchit à tous ces cycles-là face à un marché. En effet, vous avez prononcé le mot de concurrence. Une concurrence dans une offre très, très, très abondante aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux comment vous positionnez, justement? C'est pareil, sur le vocabulaire, on s'interroge toujours sur la question des mots. D'ailleurs, Frédéric Ferrer, en février, on fait tout un travail là-dessus, sur les nouveaux mots du nouveau monde, si ça vous intéresse. Et ça va être passionnant avec la revue Socialterre et Sébastien Claeys qui a écrit un petit bijou à ce propos. Je crois vraiment que j'ai envie de peut-être d'être en référence par rapport à une culture esthétique qui dit moins c'est mieux. En fait, ça ne veut pas dire est-ce qu'on décroît pas. Ça fait longtemps qu'on sait que moins c'est mieux. En fait, c'est de retrouver du sens et de retrouver de la qualité relationnelle. Donc, est-ce qu'on appelle ça de la décroissance? Ça serait de la super grande croissance si on y arriverait, si on en était capable. Donc, ça serait une magnifique avancée neuronale, sensible. Olivier Lerude, on a déjà entendu les mots d'accompagnement, formation, montée en compétences. J'imagine que l'enjeu est immense déjà du côté des services de l'État et des opérateurs que vous accompagnez. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces enjeux ? Sur la formation ou sur la montée en puissance des services de l'État, comment accompagner les opérateurs évidemment aussi, mais tout le tissu de structures subventionnées. Oui, la particularité, d'ailleurs une particularité générale française, c'est d'avoir une politique culturelle. Enfin, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup en France, mais il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de ministère de la culture, où il n'y a pas de direction de la culture dans les villes, où même, je sais pas, le patrimoine est plutôt lié à l'aménagement. Enfin, c'est vraiment des conceptions de ce type-là. Donc nous, en France, depuis longtemps, et en pleine conscience que c'est un enjeu démocratique, lié à la vie démocratique du pays, on a une politique culturelle, donc fondée sur la liberté de création et d'accompagnement. Et c'est vrai que le monde culturel français a souvent, selon les secteurs, des leaders importants qui sont des opérateurs d'État et qui ont plus de moyens du coup que beaucoup d'acteurs, parce que le monde de la culture, c'est aussi un monde beaucoup d'associations à l'équilibre assez fragile. Et donc très souvent les acteurs publics, alors quand on dit public d'État ou de collectivité, en fait sont les acteurs majeurs d'un territoire qui peuvent entraîner les autres et avec davantage de moyens. Et donc c'est vrai que, alors pour ce qui relève de mon périmètre, mais je sais qu'à Strasbourg c'est complètement le cas aussi, on a des acteurs, alors pas exemplaires du tout, mais en tout cas qui se donnent les moyens, qui développent des projets spécifiques. Vous parlez de formation dans les écoles, par exemple. Là, j'ai en tête les Arts Déco de Paris qui sont très, très engagés sur ces questions-là, y compris avec leurs équipes d'enseignants pour transformer les programmes. On trouve en fait beaucoup de très bonnes initiatives et qui sont, comme ces publics, à la disposition de tout le monde derrière. Quand un opérateur fait une exposition particulièrement éco-responsable, il a traité ses biens de scénographie, c'est quelque chose qu'il fait savoir, il donne les outils, voilà le genre de contrat que j'ai passé, avec qui, les prestataires, combien ça m'a coûté. En fait, tout ça, ce sont des choses qui sont remis au public. Et là, tout à l'heure, on parlait des calculateurs par carbone, par exemple. Sur le calculateur carbone, sur l'émission, le problème, c'est pas qu'il en manque. En fait, il y en a trop. Il y en a 1000 applicables. On pourrait aller toutes les semaines à des retours d'expérience d'un établissement qui a fait une super exposition, un très bon spectacle, un festival où il a fait très attention. Et il va expliquer comment, donner les chiffres, d'ailleurs, publiquement. Mais on va avoir un problème de consolidation parce que c'est un peu le problème de la culture. Chaque événement est unique. 2 expositions qui se ressemblent énormément pour le public, où on a des semestres qui se ressemblent à peu près, même format, sur un peintre. On va avoir des bilans carbone extrêmement différents. Si c'est sur un peintre japonais dont toutes les collections sont au Japon, donc il a fallu faire venir les œuvres pour que le public puisse les voir, ou si c'est à Paris sur un peintre 19e dont l'essentiel des toiles sont à Orsay, donc évidemment on va avoir un impact carbone incroyablement différent alors que ce sera transparent pour le public. Et donc vous voyez, la question qui est posée finalement, c'est pas tant une question de monter en compétence, d'être capable de le faire, c'est
est-ce qu'il est important que le public rencontre directement l'œuvre? En fait, c'est une vraie question. C'est pas vraiment une question de transition écologique. C'est une question qui agite le monde de l'art depuis le 19e siècle. C'est-à-dire, est-ce que le contact, enfin, depuis qu'on a des reproductions, et puis on en a des reproductions qui sont de meilleure, enfin de qualité meilleure aujourd'hui, et ça va en s'accentuant, est-ce qu'il est important de le voir? Bon. C'est un débat ouvert. Actuellement, les politiques culturelles disent que oui, il est important pour la démocratisation culturelle que tous les publics puissent avoir accès à toutes les œuvres. Alors bon, si on interdit, enfin on arrête par exemple de faire venir des œuvres du Japon, on sous-entend que tout le monde va se déplacer là-bas pour les voir, ou on sous-entend que les gens ne les verront pas. Bon, vous voyez, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec le carbone en fait. Hein. C'est des questions comme ça. Et puis en revanche, une fois qu'on a trancher cette question, mais c'est une logique qui n'est pas propre au secteur culturel. Hein. La question des transports aériens, là, également, dont on parle actuellement, parce que bon, ça va reprendre, en soi, ce n'est pas exactement une question qui concerne le transport aérien. La question, c'est est-ce qu'on doit voyager à l'autre bout du monde ou pas? Après tout, il y a un siècle, on ne le faisait pas, enfin très rarement. Ça mettait 3 mois en bateau pour aller à l'autre bout du monde. Bon, aujourd'hui, on le fait, ça pollue. Après tout, on pourrait complètement décider d'arrêter, que c'est une pratique qui n'a pas sa place dans un État démocratique, moderne, soumis au réchauffement climatique. Donc, mais en soi, finalement, c'est plus une question complètement politique, sociétale. C'est un changement dans les têtes d'abord, et puis après, on déroule le reste. Alors, sur les questions de formation, au ministère de la Culture, dans le secteur, on parle plutôt de montée en compétences que de formation stricte. Parce que, bien évidemment, ce serait super si, comme dans toutes les grandes entreprises, il y avait des ingénieurs spécialisés, des ingénieurs carbone, capables de tout évaluer, etc. Mais en fait, ça ne sera jamais le cas, parce que la plupart des structures sont des petites structures. La plupart des festivals sont tout petits, il y a plein de petits musées, de petites salles. Il n'y aura jamais une personne qui va être payée toute l'année pour gérer tout ça. Il faut que tout le monde, c'est ce que vous disiez, il faut que tout le monde, d'une certaine manière, y soit, et en plus de son métier, pour que ce soit complètement intégré à son métier. C'est-à-dire, en soi, finalement, l'objectif n'est pas tant d'avoir quelqu'un qui va s'en occuper et qui va dire à tout le monde, voilà comment il faut faire. C'est même peut-être pas très sain et pas très efficace, parce que ça sous-entend une transformation, un ingénieur ne va pas spécialiser dans les bilans carbone, ne va pas dire à un acteur comment il doit jouer, comment il doit se déplacer, etc. C'est l'acteur qui sait, c'est lui qui est compétent pour ça. Donc l'idée, c'est un peu de réussir à entraîner tout le monde, c'est-à-dire de s'accentuer là-dessus. Par exemple, avec des soutiens à des compagnies où quelqu'un va venir pendant une semaine, leur dire déjà où ils en sont, leur faire remarquer que d'ailleurs, bien souvent, il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de choses sont déjà là, déjà faites, peut-être pas très visibles, mais déjà faites, déjà valoriser ce qui existe, les pistes de progression qui peuvent être faites, éventuellement les idées à identifier un peu projet par projet, secteur par projet, les guichets disponibles. En ce moment, leur dire, vous voulez aller vers ça, justement, il y a un appel à projet qui existe, il y en aura d'autres l'année prochaine, etc. C'est cette connaissance-là, et ça permet finalement à l'ensemble des acteurs de progresser. Alors, former, encore une fois, je ne suis pas sûr que les gens de la culture, les acteurs en général, aient vocation à être des spécialistes, in fine, de la transformation, de la transition écologique, de la transformation de l'activité. Pas des spécialistes, mais des gens engagés en tout cas et éveillés sur ces questions. On a parlé des services de l'État. Camille Gertler, je me tourne vers vous, car à votre arrivée, vous avez voulu repenser l'organisation de la direction de la culture avec notamment la création d'un poste éminemment transversal. Qu'est-ce que vous attendez de cette transformation vraiment dans l'organigramme pour le coup de la direction de la culture ? Oui, alors en effet, c'est toujours une réflexion qui est en cours, mais je souhaite pouvoir créer un poste d'adjoint qui n'existait pas jusqu'à présent dans l'organigramme et qui porte justement sur ces enjeux, on va dire, de culture transformatrice, pour ne pas dire durable, ou puisque encore une fois, il n'y a pas forcément de consensus sur les mots, mais qui prendrait en compte, en effet, ces enjeux de transformation à l'interne et à l'externe. Et pourquoi un poste de direction adjointe? C'est justement pour que cette personne ait la légitimité d'action sur l'ensemble des services de la direction, parce que je pense que c'est quand même éminemment symbolique, et je partage ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en effet, je pense qu'il faut que ça puisse être intégré dans l'ensemble aujourd'hui des profils de poste et des fiches de poste. Ces enjeux-là, je crois qu'ils doivent être appropriés par chacun dans l'ensemble des missions de la direction, mais je pense qu'un pilotage au niveau de la direction sur ces enjeux-là permet d'asseoir en fait le niveau d'ambition que
que l'on a sur ces enjeux-là à l'intérieur de la direction. Donc, dans ma projection, c'est en effet un poste extrêmement important qui aura vocation aussi à animer un réseau de correspondants dans chacun des services, lesquels correspondants ont pour vocation, pour moi, de partager, on va dire, une doctrine commune sur ces enjeux, avant qu'elle ne puisse être appropriée, en effet, par l'ensemble des agentes et agents de la direction. On a évoqué, on a touché du doigt l'injonction contradictoire, paradoxale que peuvent vivre beaucoup d'acteurs de la culture. Vous êtes à la direction de la culture d'une ville, d'une capitale européenne, Strasbourg, avec des enjeux transfrontaliers très importants. Comment vous abordez ces doutes, ces tâtonnements que beaucoup de structures peuvent traverser justement sur renoncer à l'international ou pas, rationaliser? Je pense que beaucoup aujourd'hui envisagent vraiment cette transformation par le biais de la rationalisation. Qu'est-ce qu'il en est sur le terrain à Strasbourg quand vous discutez avec les institutions ? Alors moi, je suis persuadée qu'on peut être très ambitieux tout en intégrant ces enjeux. Donc je ne pense pas qu'il faille opposer justement, on va dire, un développement hyper local des activités culturelles et le recours systématique, on va dire, en mode circuit court de ces enjeux de rayonnement et d'attractivité. Je pense qu'il faut, et vous employiez tout à l'heure le mot de résiliente, moi j'emploierais le mot de raisonner, c'est-à-dire que c'est une question pour moi d'équilibre. Et par exemple, il me semble qu'il faut se questionner à chaque moment en fait sur justement le recours à des ressources externes qui proviendraient de loin. Par exemple, vous citiez la question des expositions. C'est sûr que lorsque l'on a un tableau de Los Angeles, mais avec une copie un tout petit peu moins bonne à Paris, je pense qu'il faut en effet peut-être choisir l'option parisienne et donc se re-questionner à chaque moment en fait. Sur ces enjeux d'articulation entre proximité, hyper-proximité et ressources externes dont on a besoin, me semble-t-il, aussi pour découvrir et pour s'ouvrir en fait. Je ne pense pas qu'on puisse simplement mobiliser les ressources locales. En revanche, peut-être qu'on a trop souvent dans les grandes structures culturelles peu considéré les ressources locales et qu'il y a justement un rééquilibrage aujourd'hui à opérer entre ces ressources. Donc, évidemment, à Strasbourg, comme vous le disiez, on a cette vocation européenne et c'est là aussi pleinement approprié par l'ensemble des acteurs culturels. Évidemment, l'Opéra national du Rhin, l'Orchestre philharmonique, le maillon scène européenne, sont tous des acteurs, et je pourrais en citer encore beaucoup d'autres, qui travaillent sur ces enjeux-là et qui les travaillent aussi justement à un niveau européen avec des enjeux de coopération sur ces thématiques. Et voilà, on a un certain nombre d'acteurs, et je pense notamment au maillon, qui travaillent sur ces enjeux-là que vous citiez, de comment mieux articuler les tournées, les circulations, les enjeux aussi peut-être de surproduction et de suroffre actuelle, et qui travaillent donc ces enjeux à une échelle européenne avec d'autres acteurs. Merci. On a beaucoup parlé de renoncement, parfois même de sacrifice, je crois que le mot a été prononcé. La décarbonation du secteur culturel, est-ce qu'elle n'est synonyme que de ça, ou il y a aussi derrière de la création d'emplois en perspective? Et Louise Le Simple, je me tourne vers vous. Alors que ce soit pour le secteur culturel que pour les autres secteurs qui sont présents dans le PTEF, ça a été un point d'attention du Shift Project, de réfléchir à cette question de l'emploi pour chacun des secteurs qui ont été traités. C'est-à-dire que l'idée, évidemment, l'emploi va être au cœur des débats autour de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'une société décarbonée ne sera pas viable si on perd 50% de nos emplois, c'est évident. Donc, comment accompagner la transition énergétique de nos économies tout en favorisant l'emploi ? Car la décarbonation de nos activités n'est pas forcément synonyme de perte d'emploi. Ça va être aussi de la création d'emplois. On parlait justement des enjeux de formation, des enjeux donc d'accompagnement. Ce sont des nouveaux métiers qui vont émerger. Ce rôle d'accompagnement à la transition écologique, ce référent RSE dans les structures administratives, dans les structures culturelles, il va falloir en fait accompagner tous ces acteurs culturels. Donc ça va être de la création d'emplois. Et certains métiers vont se réinventer certainement
parce que en fait, la décarbonation, c'est aussi une aventure qui va être créatrice en fait d'idées, créatrice d'opportunités et qui va favoriser aussi, on peut l'espérer, des emplois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la sobriété énergétique comme une sorte de punition envers nos emplois. Alors, vous avez parlé du diagnostic justement environnemental et donc de tout l'accompagnement que cela va nécessiter. Demain va être discuté en Conseil national des professionnels du spectacle avec la ministre le projet de charte de développement durable qui va s'adresser au festival, puisque l'État va reprendre une compétence à l'endroit des festivals. Comment ce projet a été discuté du coup et concerté avec les festivals et comment vous allez du coup de pouvoir répondre aussi budgétairement à ce besoin d'accompagnement de diagnostic? Alors sur le détail, je ne vais pas pouvoir être très précis parce que je vais laisser à ma ministre l'exclusivité évidemment des annonces gouvernementales demain. Enfin, on se serait vu mercredi, je vous en aurais parlé plus longuement. Mais peut-être tout simplement pour poser le processus, les festivals sont vraiment des manifestations réellement très engagées depuis longtemps. Avec certains festivals particulièrement engagés, enfin je pense au Transmusical de Rennes qui sont certifiés AFNOR depuis des années, mais on parlait tout à l'heure de moyens, une certification AFNOR par exemple, c'est très coûteux. C'est coûteux à obtenir, c'est coûteux à maintenir dans la durée, c'est coûteux à être conduit également. Et quand on est certifié, il faut pas perdre la certification. Donc c'est très vertueux, mais c'est pas pour tout le monde. Enfin, la plupart des acteurs en fait n'ont pas du tout les moyens, ni dans le temps, dans la pérennité des emplois, ni financièrement en investissement, de pouvoir s'engager dans ce genre de démarche. Et donc en fait, il existe aujourd'hui déjà beaucoup de chartes du festival durable. En fait, des chartes locales. Il y a un réseau qui s'appelle R2D2 qui fédère un peu ça, des associations de festivals dans toutes les régions. Là, j'ai en tête, je parlais des Transmusicales de Rennes, il y a le collectif des festivals bretons qui est extrêmement engagé et qui va très loin et qui a une charte d'ailleurs très très bien faite. Et quand ces travaux ont été entamés, Béatrice Massé, qui était cofondatrice et co-directrice des Transmusicales, a été chargée par la ministre de travailler sur le sujet. Donc, je fais un peu ce préambule pour dire que ça ne sort pas de nulle part non plus. C'est pas un texte qui arrive de l'État en disant on réinvente tout, on va avoir une charte super, on va faire complètement différemment. Tout ça est sur un terreau en fait qui existait et c'est un peu, pour revenir au début de notre conversation, un des éléments du changement d'échelle. On bascule vers autre chose d'autre, on stabilise un petit peu les exigences et puis on rend ça visible. Donc par cette charte, alors pourquoi un format de charte? Parce que c'est ce qui a été demandé par les festivals qui, encore une fois, maîtrisent l'outil. Ça aurait pu être autre chose, mais c'est ce qui a été demandé. Donc, une charte s'est signée entre l'État et des manifestations, et puis donc avec tout un ensemble de contenus qui sont en ce moment discutés, consultés entre... Peut-être que vous avez participé à ces discussions quand vous a posé la question, mais entre les acteurs des festivals et le ministère pour savoir comment agencer les priorités, ce qu'on retient, ce qui est bloquant, ce qui ne doit pas y être, ce qui doit absolument y être, et puis arriver à un texte stabilisé. En tout cas, les travaux ont été menés dans cet esprit-là. Et puis effectivement, il y a je crois que ça sera annoncé officiellement, version définitive pour fin décembre, il me semble, aux États généraux qui vont se tenir à Toulouse. Voilà, à Toulouse, début décembre d'ailleurs, peut-être. 1er décembre, c'est ça. Et donc là, l'idée, c'est de montrer la version presque définitive et d'avoir les dernières réactions, les derniers ajustements avant l'annonce officielle le 1er décembre. Alors quand on parle de festival, forcément, on parle d'un double niveau d'action, les collectivités territoriales et maintenant donc l'État qui revient fortement dans le jeu sur les festivals. Comment ça se passe sur la question de transition écologique entre État et collectivités territoriales? Est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez mutuellement vous inspirer, où vous dialoguez? Et là, je m'adresse à tous les deux. Je dirais que nos principaux leviers de coopération avec l'État, je crois, enfin en tout cas de manière très concrète, sont les conventions d'objectifs et de moyens que l'on
que l'on a et qu'on pilote ensemble avec donc les grands acteurs culturels de nos territoires. Et donc évidemment, dans ce cadre conventionnel, les enjeux de transition écologique, développement durable sont aujourd'hui pris en compte et le seront évidemment encore davantage dans les années à venir. Mais encore une fois, enfin, de mon point de vue, dans le dialogue conjoint avec l'ensemble des signataires de ces conventions et bien sûr dans le dialogue avec les acteurs culturels. Donc je pense que, enfin, moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les occasions que nous avons de travailler sur ces questions avec l'État, elles se situent vraiment sur l'opérationnel dans le cadre de ces conventions notamment. Oui, et du coup, forcément, ça donne des résultats variés selon les territoires. C'est-à-dire que selon les territoires, on a des collectivités très engagées, plus que l'État. Donc, c'est elles qui vont finalement demander à l'État de les aider. Et auquel cas, c'est ce que l'État, enfin les services déconcentrés de l'État font. On peut se trouver dans des situations inverses où on a des collectivités qui ne le sont pas du tout. Et auquel cas, finalement, c'est les services déconcentrés qui viennent dire, bah oui, mais enfin quand même, on a des festivals qui sont durables, qui mériteraient plus de soutien. Voilà, donc c'est vraiment des politiques territoriales et un peu au cas par cas. Mais c'est vrai qu'à Strasbourg, pour connaître un tout petit peu, enfin, je crois que c'est un endroit où il n'y a pas il y a pas d'enjeu là-dessus. Hein. Les acteurs sont finalement bien accompagnés et ne s'en plaignent pas. Enfin, c'est pas une zone de cristallisation de conflits sur les politiques culturelles. Et on parlait sur les collectivités tout à l'heure là du poste que vous créez à la mairie de Paris, par exemple. Il existe à la direction culturelle déjà. Il y a une chargée de mission, culture, transition dans la culture. Dont la titulaire vient de changer de poste, mais voilà, qui était de très bon niveau, qui avait l'oreille en raison de son parcours d'un large spectre de l'administration parisienne, et je crois qu'il était assez efficace. Ça veut dire, Stéphanie, que vous n'êtes pas simplement en lien avec la direction de la culture, mais que le dialogue est transversal, même si c'est évidemment votre direction de tutelle. Est-ce que ça va jusqu'à des projets qui sont financés peut-être par l'ADEME voilà. Alors le dialogue est transversal par le simple fait que, cherchant à désenclaver l'art, et je prends ce mot à dessein, on ouvre vers d'autres secteurs d'activité qui parfois du coup rejoignent d'autres directions de la ville. Mais si vous me permettez, j'aimerais revenir sur l'échange que vous avez eu tous deux et peut-être réenfoncer le clou de ma première proposition qui était de créer un label ou pas, peu importe, de zone d'expérimentation. Je reviens là-dessus parce que quand je vous entends, et pour en avoir fait dans ma vie, parler effectivement de l'entente de l'État et des collectivités autour d'un contrat d'objectifs et de moyens, il faut peut-être se dire que dans l'idée d'une vraie transition, d'une véritable transformation, on sait que ce sont nos critères d'évaluation qui doivent changer. Et du coup, si ils doivent changer de A à Z, et pas juste rajouter une clause, attention, alors on décarbone, alors combien vous avez fait de nuitées d'hôtel, combien... Là, c'est véritablement, et c'est bien pour ça que je parle de terrain d'expérimentation revendiqué en tant que tel, pour qu'il y ait des endroits où la question, pour ne pas tomber dans l'injonction paradoxale, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, mais le mot, je l'ai retenu, l'expression, pour ne pas tomber dans des injonctions paradoxales, de pouvoir réellement remettre à plat, dans un esprit de coopération que vous appelez de vos voeux, et moi aussi, pour pouvoir redéfinir les critères selon lesquels on va évaluer sa propre action et celle des tutelles du lieu. Ça veut dire pas simplement la fameuse petite clause de développement durable qu'on peut connaître en tant qu'acteur culturel subventionné, mais véritablement refondre même le filtre de ces conventions d'objectifs. Oui, alors, pour vous répondre, moi, je tiens beaucoup à ce que finalement ces grilles d'évaluation elles soient proposées par les acteurs qui nous la proposent, qui travaillent effectivement sur quels sont leurs critères d'évaluation.
Certains tiennent à des critères chiffrés, d'autres pas du tout, souhaitent des critères qualitatifs ou d'autres types de critères. Et on est toujours en fait dans un échange, dans la construction en fait de ces outils-là d'évaluation. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment encore une fois dans la coopération et le dialogue avec les acteurs, mais ça vient d'eux. Et après, nous, en tant que financeurs publics, voilà, on vient dire à quel endroit nos politiques viennent croiser finalement ces évaluations. Et on réoriente parfois à la marge, mais très souvent, et je pense que c'est aussi le fruit d'un dialogue ancien avec les acteurs culturels et de la confiance aussi que l'on a aujourd'hui. Très souvent, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une action très lourde sur ce qui est proposé par les acteurs qui prennent en compte dans leur projet artistique je dirais pas qu'ils prennent en compte, mais qui en tout cas intègrent ou se reconnaissent dans certains objectifs de politique publique portés par la ville et par l'Eurométropole. Donc c'est plus simple, forcément. On a beaucoup parlé des professionnels, on a un petit peu oublié le public. Stéphanie Aubin, le public, est-ce que vous pensez que dans un court terme, un moyen terme, ça va devenir aussi un accélérateur de transformation? Est-ce que le public va aussi devenir prescripteur, va faire des choix? On a parlé de suroffre culturelle, donc le public peut aussi faire des choix et des choix engagés, de plus en plus engagés. Et oui, bien sûr, mais c'est drôle parce que je suis intervenue à Sciences Po il n'y a pas longtemps et il y avait un étudiant qui me disait mais est-ce que c'est légitime qu'on choisisse ce qui est bon pour le public ou bien est-ce que on devrait l'associer au choix de programmation? Et donc là encore, j'ai parlé de la binarité de sa question en lui disant que les raisons pour lesquelles il posait cette question étaient hyper justes et légitimes, mais que la façon dont la question était posée ne permettait pas d'apporter une bonne réponse, puisque, en fait, il faudrait retourner la question, là encore, peut-être à nos tutelles, c'est-à-dire, est-ce que, pour certains outils, et à une question de complémentarité des outils entre eux, est-ce que certains outils, il pourrait exister un appel à candidature qui consisterait à dire, vous allez, avec votre expertise artistique, mener un principe de coopération avec les publics de manière à pouvoir l'associer pas forcément au choix, mais à ce qu'il soit réellement partie prenante. On connaît ce terme dans la RSE, donc que ce public soit réellement partie prenante. Aujourd'hui, ça n'existe pas, un appel à projet comme ça. C'est assez intéressant simplement de le dire, de le remarquer. Et puis, à l'inverse, on pourrait aussi dire, attention, on a besoin à un endroit d'un projet qui serait vraiment porté par un curateur dans le champ du spectacle vivant, puisqu'on reste dans le champ du spectacle vivant, et qui, en fait, partage son amour. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre les gens on sait bien que les gens qui nous ont fait découvrir des belles choses, ce sont des gens qui aimaient ce qu'ils nous faisaient découvrir, qui étaient des passionnés. Donc, ça légitime en soi le fait de pouvoir confier à un curateur une orientation et une décision artistique. Ensuite, du coup, la question, ça pose derrière immédiatement une conséquence, celle de la limitation des mandats. Parce que la subjectivité d'un point de vue, c'est extraordinaire, dès lors que ça ne s'installe pas pendant 30 ans dans une ville, si vous voulez. Parce que là, on ne peut pas dire que le public a réellement une richesse et une diversité de points de vue. Bon. Et je dirais qu'il y aurait également à questionner sans démagogie la façon dont on peut impliquer toutes les parties prenantes. C'est pas seulement le public, d'ailleurs, c'est les artistes, c'est les publics, c'est les partenaires, c'est tous les partenaires inscrits dans le territoire, ce sont tous les partenaires inscrits au niveau national et quelquefois international. Donc c'est beaucoup plus une approche globale de cette question. Donc si on sort de la binarité, ce qui permet quand même d'ouvrir de nouvelles voies, ce qui est intéressant, du coup, on peut commencer à imaginer une façon non démagogique d'impliquer ces parties prenantes et vraiment de faire en sorte que ce soit effectivement eux qui contribuent à une véritable transformation de toute façon. De fait, ils le sont. La transformation des usages, elle vient d'eux, d'abord et avant tout. Même si parfois on aimerait bien que ça aille un peu moins vite collectivement, mais si, c'est là, c'est comme ça. Peut-être je peux juste terminer sur une chose. Je pense vraiment que les artistes
sont les spécialistes de la question de la transformation, puisque c'est au cœur de leur métier que de créer, donc de faire émerger quelque chose qui auparavant n'existait pas. Par définition, il n'y a rien de plus simple que ce que je suis en train de dire, mais rien de plus vrai non plus, puisque du coup, ils sont constamment dans des stratégies de mise en œuvre de la transformation. Comment sortir de nos habitudes, de nos idées reçues, etc., etc. Donc, je voudrais vraiment réaffirmer ça, cette place centrale que devraient pouvoir occuper les artistes, parce que ce n'est pas le cas tout à fait aujourd'hui. On ne leur donne pas tout à fait les moyens de cette fonction qu'ils pourraient avoir, qui ferait que l'art serait réellement identifié comme une ressource pour cette transformation. Et donc, quand vous parlez de ça, vous parlez aussi de la puissance des récits qu'ils portent, et c'est évidemment une grande attention que vous avez dans votre projet. On va laisser la place aussi à des questions, peut-être, qui se posent dans le public, en ligne, en vrai, en chair, en os. Est-ce qu'il y en a du côté du public? Sinon, on a d'autres sujets encore passionnants à aborder. Hein. Alors, voilà, peut-être un micro qui circule. Parfait. Déjà, bonjour et merci pour cette table ronde. Alors, j'ai deux petites questions en tête. Est-ce que vous avez des perspectives en termes de démocratisation culturelle et transition écologique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les publics les plus jeunes pour qu'en fait la transition écologique et l'éco-responsabilité, ça soit quelque chose qui soit dans le psyché des enfants, des adolescents, etc. Quel est le rôle de l'art, de la culture là-dedans? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, quelle place a l'intersectorialité, l'interministérialité? Parce que en fait, la culture, c'est un aspect de la vie du citoyen, mais c'est lié à plein d'autres choses. Et culture, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. Donc comment est-ce qu'on peut lier ça à l'urbanisme, au sport, à la vie associative, à la citoyenneté? Parce que la transition écologique et l'éco-responsabilité, c'est quelque chose de macro, en fait. C'est pas juste la culture. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en jambe tout ça, même si c'est très difficile et très compliqué? Est-ce que vous avez des pistes, des exemples qui vous viennent en tête? Voilà. Alors, on commence par la première, la deuxième. Olivier Lerude, est-ce si difficile, l'interministérialité? Je rebondis sur le dernier propos. C'était plus un commentaire que vous avez fait qu'une question précise, peut-être sur la manière dont en fait ces politiques sont menées. C'est vrai que on pourrait presque interroger l'existence d'un ministère de la transition écologique qui s'est appelé parfois développement durable, transition écologique et solidaire, etc. Parce que ça sous-entend un peu que les autres ministères n'ont pas à s'en occuper. Et ce serait le cas dans les directions d'une ville. C'est pareil, s'il y a un service qui s'occupe de ça, ça veut dire que les autres ne le font pas. Inversement, on a un ministère de la culture, ça sous-entend que ce n'était pas le sujet des autres. Voilà, ce qui est d'une certaine manière tout aussi ridicule. Et d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un de vraiment transversal pouvant parler à tous les services. Donc là, de toute façon, sur le fond, sur ce côté extrêmement transversal, il n'y a pas de solution d'organisation d'une action publique, même collective ou citoyenne, qui soit parfaite. L'important, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire, de fait, on est sur un sujet, on pourrait dire qu'il ne devrait pas y avoir de ministère en charge du développement durable. Je fais exprès de prendre le terme le plus générique, et puis voilà, que c'est géré directement par le président. C'est ce qu'on essaie un peu de faire en France. Hein. Ça fait maintenant une dizaine d'années que le ministre de la Transition écologique est ministre d'État, seul ministre d'État, souvent numéro 3 du gouvernement. Je crois que c'est le cas en ce moment pour Barbara Pompili, donc avec un niveau hiérarchique gouvernemental extrêmement important. Alors voilà, après on est un grand pays, il y a besoin d'organiser les choses, y compris budgétairement pour la bonne gestion des deniers publics. Donc on se retrouve avec effectivement des secteurs séparés, des attributions. Hein. Il y a des décrets d'attribution ministériels à chaque remaniement, à chaque formation de gouvernement qui dit qui s'occupe de quoi. Alors c'est un préambule un peu long, mais c'est pour en venir à votre question, quand même. Finalement, au bout du compte, c'est vrai que les crédits qui gèrent la
transition écologique sont à la transition écologique. Il n'y a pas 1 euro au ministère de la Culture pour s'occuper de transition écologique. L'appel à projet est financé par Bercy dans d'autres cadres, ce qui est normal. Les budgets culture, c'est pour s'occuper de la culture, du patrimoine, des intermittents du spectacle, des aides au festival, enfin voilà, de tas d'autres choses. Mais pour prendre le cas du plan de relance, dans les 2 milliards du plan de relance culture, c'était pour aider les secteurs de la culture. Mais en revanche, les acteurs de la culture peuvent parfaitement, et on revient un peu à la manière dont ils se prennent en main, sont éligibles aux 30 milliards d'aides de transition écologique sur les transports, les rénovations de leurs bâtiments, de leurs usages, etc. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir dans ces directions. Et c'est vrai que nous, au quotidien, moi, de par mes fonctions, je suis au moins une fois par semaine directement en contact avec mes collègues de la transition écologique. Il y a des hauts fonctionnaires de développement durable dans tous les ministères. On décline dans nos ministères ces politiques-là. Et après, je rencontre très régulièrement l'ADEME parce que quand on fait des expertises, des projets sur ces sujets-là, la compétence, elle est là et l'ADEME travaille avec nous directement, parfois sur des sujets très ponctuels, parfois plus généraux. Parfois, c'est eux qui demandent s'il y a des ministères intéressés. Et en ce moment même, par exemple, on est en train de mener un vaste projet en fait, de transformation des administrations soutenu par l'Union européenne qu'on a pour l'interne, pour notre périmètre, qu'on a déposé conjointement avec la transition écologique. C'est un projet officiellement déposé par 2 ministères, et donc qui articule les travaux d'ensemble. Voilà, donc pour avoir une réponse plus simple, oui, il y a une question de transversalité. Est-ce qu'elle est réglable d'une manière extrêmement cartésienne? Je ne suis pas sûr. Mais en même temps, le fait qu'il y ait une forme de fluidité dans la façon d'aborder ces questions fait que ça s'aborde de manière transversale quand même. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La personne est partie de toute façon. Elle est en régie, il me semble. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Pour la première partie de la question du jeune public et des transitions, est-ce que c'est eux qui nous investissent de cette question finalement? Est-ce que c'est pas plus dans ce sens-là ou est-ce que c'est à nous d'aller les chercher sur ces questions? Mais encore une fois, je pense que ce qui compte, c'est de trouver une démarche artistique qui puisse s'adresser effectivement aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. Donc on ne pense pas de manière aussi cloisonnée et aussi. Donc je donne un exemple très concret. Renaud Herbin, qui est un artiste de théâtre d'objets et de marionnettes, qui a fait un spectacle jeune public qui s'appelle Wax et qui travaille à partir de la cire. Et en fait, on est véritablement sur cette forme, ce travail de résilience, de transformation, d'adaptation. Et on peut, à partir de là, extrapoler sur tout un travail qui peut être fait avec les jeunes générations. Bien sûr que ce travail est fait. Et pour le coup, il est fait par tous les établissements culturels, ce travail en direction des jeunes publics, sur l'aspect spécifiquement de la question écologique. Ensuite, il va être fait plus ou moins selon la prise de conscience de l'urgence dans laquelle il faut agir. Donc c'est vrai que nous, au Métallo, tous les artistes ont à voir avec cette question des transitions et de la transformation des pratiques, des pensées, des imaginaires, bien sûr. Ce n'est pas la petite case transformation jeune public dans la programmation des Métallos, on l'aura compris. Est-ce que vous souhaitiez peut-être réagir Simplement pour dire qu'évidemment, les enjeux de transversalité à l'échelle d'une ville et d'une métropole sont évidemment extrêmement présentes également. Et c'est mon quotidien aussi que de travailler bien sûr avec mes homologues des différentes directions. Et je crois aussi que c'est dans l'ADN de l'équipe municipale et c'est ce qu'elle a souhaité porter. Donc forcément, ça infuse dans les directions. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez approprié. Après, bien sûr, c'est aussi en fonction d'affinités avec certains et certaines que les choses se déroulent encore davantage que ce qui est attendu. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience du fait que la culture est par nature une question transverse. Oui, juste pour ajouter un petit mot là-dessus, il est évident que la question de la transition, c'est une question en fait transversale et tout doit être pris en fait avec une optique systémique.
C'est-à-dire qu'en effet, la culture doit pouvoir proposer un accompagnement aux jeunes publics sur ces questions-là, mais l'enseignement aussi doit le faire. C'est-à-dire qu'en fait, la question de la transition doit être irriguée à travers tous les secteurs qui nous entourent, que ce soit l'administration publique, l'enseignement, la culture. Tout doit aller de manière transversale. Et en effet, s'il n'y a qu'une case développement durable ou une case transition, personne ne bougera. Il y aura de focus que sur cet endroit-là. Ça doit irriguer absolument toutes nos sociétés. C'est essentiel. Et la culture peut-être aux avant-postes de cette transformation systémique de par son nom. On le souhaite en tout cas. Et c'est peut-être en effet, la culture façonne quand même nos modes de vie et autant lui donner la place qu'elle mérite aussi dans la transition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en vois une. Peut-être le masque. Ouais. Toujours pas. Est-ce que le micro peut être activé devant 1, 2. pour une Ah question oui, c'est bon. numérique? Pardon. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voulais rebondir un peu sur la question qui avait été posée à Monsieur Lerude pardon, j'ai oublié votre nom. Camille Grickler. Au niveau justement du positionnement des pouvoirs publics et notamment des tutelles, parce que de ce que j'ai compris, par exemple avec la charte des festivals ou avec les critères d'évaluation, à chaque fois ça vient des acteurs. Les pouvoirs publics prennent ça en main, comprennent les possibilités, les enjeux et accompagnent les acteurs. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une réflexion qui va dans l'autre sens, où, par exemple, on a beaucoup parlé de coopération, les tutelles rassemblent leurs structures et mènent ensemble une logique, une convention, par exemple, des structures culturelles pour aborder tels enjeux, notamment les enjeux de transition écologique. Qu'est-ce qui empêche les tutelles, en fait, de relancer ces processus-là ? Alors, de mon point de vue, chaque projet artistique a sa propre spécificité, est souvent aussi porté par une personnalité, un artiste. Et donc, ces questions-là ne sont pas forcément appropriées de la même manière par les artistes avec lesquels on échange. Et par ailleurs, je crois qu'il y a aussi des logiques sectorielles qui sont souvent très différentes. Je pense qu'on ne considère pas forcément ces enjeux-là de la même manière dans le champ des musiques actuelles que dans le champ des musées. Donc, c'est pour ça que peut-être d'avoir cette approche que vous décriviez qui soit effectivement partagée à l'échelle de différents secteurs et de différents types d'acteurs et de différentes personnalités artistiques serait peut-être trop rigide. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon approche actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur un cadre un peu général qui soit plus, on va dire, de l'ordre d'une charte qu'on peut effectivement partager à l'échelle d'une ville et d'une collectivité comme Strasbourg, mais en tout cas dans le détail des objectifs et de l'évaluation qu'on fait avec chacune des structures, pour moi, c'est sur la base d'un projet artistique et de la personnalité qui l'apporte. Vous vouliez peut-être intervenir sur ce sujet. Oui, moi je répondrais peut-être plus généralement. J'ai bien aimé votre introduction en disant tout ce processus où il y a des demandes des citoyens à un moment donné qui les posent aux organismes publics, locaux ou nationaux qui du coup réglementent, légifèrent selon la demande. Bon, en fait, ça s'appelle une démocratie. C'est effectivement la manière dont fonctionne l'État français. Alors après, on pourrait avoir un État beaucoup plus fort, beaucoup plus prescripteur, qui pose des règles. D'ailleurs, il le fait. Ça porte un nom aussi. C'est la loi. Et en termes d'éco-responsabilité, il y a beaucoup de lois qui existent qui ne sont pas appliquées en France, parfois d'ailleurs par manque de moyens de contrôle. Là, je discutais sur un autre sujet il n'y a pas très longtemps sur les panneaux publicitaires, parce qu'en termes politique visuelle, dans les campagnes, un peu partout. La réglementation est très claire, elle est assez peu appliquée en France et l'État n'a pas les moyens d'aller vérifier toutes les routes tous les jours. Alors on peut le regretter, vous voyez, mais bon, donc il y a la loi quand même qui est là, qui pose un cadre assez contraint. Après, la question de savoir s'il faut avoir un État plus fort, plus prescripteur sur ces sujets ou sur d'autres. On a la présidentielle dans pas très longtemps qui sera un moment pour chacun d'entre nous de donner notre avis. Il y a des gens qui posent des programmes, qui disent qu'ils veulent que ce soit comme ça, donc
Après, voilà, on tranche, puis on a un gouvernement qui agit selon le souhait des citoyens. Mais après, le fait, vous voyez, que ça part du citoyen et que l'État réponde et accompagne les citoyens, je trouve ça plutôt sain, enfin, dans une démocratie qui est encore le système que nous avons en France, enfin, jusqu'à preuve du contraire, mais, et ça peut changer, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Enfin, ça rejoint peut-être les attentes parfois de la société civile qui sont pas toujours, qui ne correspondent pas toujours aux avancées des pouvoirs publics, et comment on peut se mettre à des rythmes parfois plus simultanés aussi. Stéphanie, je crois que vous aviez envie de... Oui, pardon, non, je repensais à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous justement, vous faisiez l'apologie avec moi du principe de coopération. Donc, dans la question qui est soulevée là, finalement, il ne s'agit pas de faire autre chose que de dire peut-être qu'il pourrait y avoir une impulsion qui pourrait être donnée et qui ne serait pas coercitive, qui serait justement une impulsion qui se construirait sur un principe de coopération, qui ne serait pas encore une addition de contraintes comme on l'a évoqué, qui ne serait pas non plus un respect de l'artiste avec un grand A, où là, tout à coup, on serait terrifié à l'idée d'être taxé en tant que tutelle d'ingérence dans le projet artistique. Encore une fois, si on sort de ces schémas, qui sont peut-être finalement un peu anciens, pour se dire, il y a un véritable respect, évidemment, de l'intégrité d'un projet artistique. Et ça n'empêche pas de discuter, ça n'empêche pas d'échanger, ça n'empêche pas de proposer quelque chose qui s'expérimente, encore une fois. Enfin, je vois bien qu'il y a des difficultés à reprendre ce terme que je lance là, au milieu. Il y a une vraie difficulté. Et peut-être que c'est très difficile pour une collectivité, pour une tutelle, que d'être capable de dire expérimentons, plantons-nous, partageons les raisons pour lesquelles on aurait peut-être pu faire autrement et faire encore mieux. Mais allez. Non, je suis pas d'accord. Moi, je crois qu'effectivement, ce droit à l'erreur et cette notion d'expérimentation, aujourd'hui, elle est très présente et il faut qu'on la réhabilite. C'est-à-dire la prise de risque, en effet, et un projet artistique, enfin, investir en guillemets sur un projet artistique, ce n'est pas une science exacte et il n'y a pas un retour sur investissement. Enfin, on n'est pas du tout, nous, dans cette envie-là et dans cet enjeu-là. On est vraiment dans l'enjeu, en fait, de soutenir, y compris des formes... qu'on pourrait qualifier de plus émergentes et sur lesquelles, en effet, on n'a pas de recul. C'est vraiment notre volonté. Après, c'est comment, en effet, on formalise, on va dire, ces enjeux-là, comment on en donne quand même un cadre. Parce que pour le coup, on a aussi des enjeux juridiques, administratifs, financiers derrière. Donc, c'est ça qu'on doit réfléchir ensemble. Le droit à l'erreur et la bulle d'expérimentation, ça fait aussi partie du process d'innovation. On va terminer là sur le fin mot, la bulle d'expérimentation. On se le souhaite pour nous tous à chaque échelon et à tous les niveaux de cet écosystème culturel. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir échangé autour de ces enjeux. Merci.